J'aimerais remercier le ministère de la Santé de nous donner cette opportunité pour la formation, pour améliorer la formation médicale des auxiliaires médicales d'anesthésie et réanimation, les AMAR. À cet effet, nous allons présenter la conduite à tenir devant une allergie au bloc opératoire. Je me présente, c'est le professeur Lawar Leila et c'est Madame le professeur Benjoudi Kenza qui va me suivre dans cette présentation. Alors, on va expliquer ce qu'on va faire au cours de cette séance. On commencera par une introduction. On parlera des objectifs, mais également de l'allergie, de la réaction et du diagnostic clinique. Par la suite, ma collègue parlera de tous les aspects cliniques et des recommandations. Alors, au cours de cette première partie, il est question de parler d'hypersensibilité, d'allergie, d'anaphylaxie et d'atopie. Pourquoi? C'est pour essayer de faire la différence entre tous ces termes. Parce qu'en réalité, ils se ressemblent pas à 100%. Et généralement, quand on pose un diagnostic, il est important de dire que le patient fait telle ou telle chose ou une autre chose. C'est important. Puis, deuxièmement, on va parler de l'aspect clinique, de l'hyperréactivité, de l'hypersensibilité immédiate, qui, elle, est une complication qui est souvent rencontrée dans votre pratique. On ne va pas parler des autres types d'allergies, puisqu'il y a plusieurs. Bien entendu, on parlera de la réalité de l'hypersensibilité allergique en anesthésie. Alors, pour parler de l'hypersensibilité, de l'allergie, de l'anaphylaxie et de l'atopie, c'est des termes que vous connaissez tous, hein. Et il faut commencer par parler de l'immunité. Ensuite, on va définir ces termes. Alors, l'immunité, c'est quoi? L'immunité, c'est un état de protection. Il permet de protéger l'individu. Vous avez par exemple le système respiratoire, il est là pour ramener l'oxygène au niveau du sang. L'immunité, elle est là pour protéger l'individu vis-à-vis d'agression. C'est un système qui comporte plusieurs organes, plusieurs cellules et plusieurs particules qui vont protéger l'organisme contre des éléments étrangers et c'est un ensemble de mécanismes biologiques. Il est très compliqué. Regardez le système immunitaire, il est formé d'organes comme par exemple la moelle osseuse, la rate, plaques de Peyer, les vaisseaux lymphatiques et les ganglions, le thymus, les végétations et les amygdales. Et regardez, il n'y a pas que des organes, il y a des cellules. Des cellules qui vont combattre, des cellules qui vont présenter l'antigène, et on va décrire c'est quoi l'antigène. Et vous avez des lieux où va se produire la réaction inflammatoire, la réaction immunitaire. Alors, le but, c'est d'assurer l'intégrité. Il protège l'immunité, elle protège l'individu des agressions pour assurer l'intégrité de l'organisme. Et en assurant deux tâches successives. L'immunité, elle va identifier l'agresseur, elle va nous dire, elle va comprendre que c'est une bactérie, que c'est un virus, c'est une particule minérale, que c'est un antigène, par exemple, un pollen, que c'est un médicament, etc. Cette reconnaissance, elle est très importante parce que elle permet de différencier le soi, ce qui nous appartient, de ce qui ne nous appartient pas. C'est une fonction de reconnaissance pour pouvoir par la suite l'éliminer. Il va y avoir une réponse à cette agression. On va distinguer le soi du non-soi pour détruire, mais également il a la capacité de détruire des cellules, pas seulement des bactéries, des virus, mais également les cellules anormales dans notre organisme. Et chaque molécule reconnue par le système immunitaire est considérée comme un antigène. Un antigène peut être un virus, un champignon, une bactérie ou bien une particule. Il y a, grossièrement, on peut dire, il y a deux types d'immunité.
l'immunité non spécifique et naturelle. Chacun de nous a ce type d'immunité. C'est un système le plus primitif. D'accord? Par exemple, vous avez une barrière physico-chimique naturelle, c'est la peau, par exemple. On a des cellules au niveau de nos cellules, de nos appareils, comme par exemple les macrophages et les polynucléaires. Ils vont fonctionner sans aucun problème, sans qu'il y ait un ébranlement de cette immunité. D'accord? Et vous avez, par exemple, il n'y a pas, au cours de cette immunité, il n'y a pas de mémoire. Et elle est non spécifique. N'importe quel organisme, il vient, elle commence à se déclencher. C'est tout. Elle peut détruire ou elle peut pas détruire, on verra par la suite. Mais c'est une immunité non spécifique. Elle ne garde pas une mémoire immunologique. Contrairement à l'immunité spécifique acquise, elle apparaît généralement après le premier contact avec l'antigène. D'accord? Il va y avoir une adaptation, il va y avoir de la mémoire, et s'il va y avoir un deuxième contact avec le même antigène, il va y avoir, excusez-moi, une, une réponse très importante. Au vif du sujet. Que veut dire allergie? Avant de parler de l'allergie, il faut parler de la sensibilité, de l'hypersensibilité, de l'atopie et par la suite de l'anaphylaxie. La sensibilisation, c'est lorsque le patient, après un premier contact, va présenter des immunoglobulines, c'est des protéines qui vont défendre l'organisme. C'est des IgE, des immunoglobulines de classe E, et ils sont présents dans notre organisme. Ils sont spécifiques contre cet allergène, cet antigène. Et au cours de cette phase de sensibilisation, le patient ne va pas présenter des manifestations cliniques. Mais si, par exemple, je fais un test cutané pour voir si le patient il a une sensibilité, je vais trouver qu'il est positif. Contrairement à l'allergie, non. L'allergie, c'est des manifestations cliniques qui suivent une sensibilisation. C'est-à-dire que le patient, il a perdu la tolérance vis-à-vis des substances de l'antigène et actuellement, après le deuxième contact, il commence à présenter des symptômes, comme par exemple pour le pollen, il va présenter un éternuement, une crise d'asthme. Pour les antibiotiques, il peut présenter un œdème de Quincke, un urticaire, par exemple. Et il faut savoir que l'allergie, euh, c'est la manifestation d'un système immunitaire qui s'emballe et déclenche des réactions biologiques en cascade à un agent qui est normalement pas dangereux. Pourquoi? Parce que en réalité, notre système de défense va détruire tout ce qui est pathogène, mais l'allergie, elle n'est pas là pour détruire un agent pathogène, c'est la manifestation d'une réaction exagérée à une substance pour laquelle on est devenu non tolérant. L'anaphylaxie, quant à elle, c'est une allergie, une réaction allergique beaucoup plus sévère. Et son évolution, elle est imprévisible. D'accord? La réaction, elle est immédiate, bien entendu, et on peut avoir hypotension, œdème de Quincke, que vous connaissez tous, syncope, etc., etc. L'atopie, c'est la distinction, c'est la distinction de certaines personnes qui ont une prédisposition familiale pour les allergies. Quand on interroge quelqu'un, il peut vous dire, voilà, dans ma famille, tout le monde est allergique, tout le monde présente un asthme. Lui, il a une atopie familiale. Il peut avoir également une atopie personnelle. Pourquoi? Parce que lui, il a, par exemple, un eczéma.
Donc, c'est quelqu'un qui probablement, il est sujet à faire d'autres allergies. Il est important de différencier la sensibilisation, qui, elle, ne donne pas de manifestation, c'est un état primaire, de l'allergie, qui, elle, c'est une deuxième contact avec des symptômes, des manifestations cliniques, de l'anaphylaxie, qui, elle, est une réaction beaucoup plus sévère, de l'atopie, qui, elle, est beaucoup plus une prédisposition. J'espère que vous avez compris. Alors, les principales réactions allergiques, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réaction allergique. Et en matière de réaction allergique, vous avez une réaction allergique immédiate dans le cadre d'une hypersensibilité immédiate de mécanismes IgE médiés. On va expliquer ce principe. C'est l'anaphylaxie. Ces réactions sont potentiellement violentes et peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Quelqu'un qui a pris un antibiotique, la première fois, il n'y avait aucun problème. 6 mois après, puisqu'il est sensibilisé, il peut nous faire un œdème de Quincke, par exemple, ou à la pénicilline ou autre chose. Et ici, pour explorer, on peut faire des tests cutanés d'allergie immédiate qu'on appelle les prick tests, ou bien le dosage des immunoglobulines, des IgE spécifiques, quand ils sont disponibles, bien entendu. Regardez en matière d'allergie comment on peut avoir l'hypersensibilité immédiate. Vous avez en premier lieu la phase de sensibilisation. C'est un premier contact. Regardez ici, il y a le premier contact avec l'antigène, l'allergène, tout ce que vous voulez. Un médicament, une particule, voilà. Vous avez un antigène. Il va y avoir un contact avec des cellules immunitaires qu'on appelle les lymphocytes B. Les lymphocytes B, ils ont la particularité de pouvoir synthétiser les anticorps qu'on a dit, c'est les immunoglobulines E. Les immunoglobulines E vont se localiser sur la surface de cellules également de la défense de l'organisme. C'est des cellules importantes comme les mastocytes et les basophiles, d'accord? Ils vont se mettre sur la cellule, d'accord? Ils vont rester. Ils vont se fixer à la surface des cellules inflammatoires, d'accord? Dans cette phase, on peut doser ces immunoglobulines et on va trouver qu'ils sont augmentés. Et également, si on fait les prick tests, c'est les tests cutanés d'allergie, on va trouver que c'est positif. Mais sur le plan clinique, le malade, il va rien présenter. C'est une phase qui est silencieuse. Très bien. Deuxième phase, c'est lorsque il va y avoir un deuxième contact. Pourquoi? Quand vous avez des patients euh, qui, euh, qui sont au bloc opératoire, c'est généralement l'anesthésiste réanimateur qui fait le diagnostic de certaines allergies, mais il doit tenir compte de plein d'autres éléments, comme par exemple, est-ce que le patient a fait plusieurs interventions avant, à la recherche, par exemple, d'une allergie au latex. Quelqu'un qui n'a jamais subi une intervention, un prélèvement sanguin, il n'était pas en contact avec le latex. Recording Il in va se fixer progress. directement sur ces immunoglobulines, ce que vous voyez ici en vert, qui sont sur la surface de ces cellules. D'accord. Il va y avoir leur activation. Ils vont s'activer, ces cellules, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont sécréter des médiateurs. C'est des médiateurs comme l'histamine,
comme les prostaglandines et les leucotriènes, et ce sont ces substances qui vont, d'une certaine manière, donner des symptômes, d'accord, et ils vont ramener d'autres cellules qui vont entretenir cette réaction inflammatoire, d'accord. Les symptômes sont dus à quoi? Ils sont dus parce que ces médiateurs ont une action délétère. Ils vont nuire aux organes et aux tissus. On va avoir vasodilatation, les vaisseaux vont se dilater, il va y avoir une extravasation, il va y avoir sortie du plasma, du sérum de ces vaisseaux, il va y avoir une bronchoconstriction au niveau des branches et de l'œdème. Également, une autre réaction allergique, mais elle n'est pas immédiate et elle n'est pas médiée par les immunoglobulines E, mais par les lymphocytes T. On les trouve généralement dans les la toxidermie et on va pas trop en parler. Le diagnostic maintenant positif d'une allergie, il se fait en premier lieu à l'interrogatoire. Alors, quelqu'un qui a déjà pris de la pénicilline et il a fait un œdème de Quinn, on va pas faire un test particulier. Il a une allergie à la pénicilline. Il a fait un œdème de Quick et il est raisonnable de ne pas faire un test de provocation chez lui. C'est-à-dire, on va faire le test de réexposition, on le fait pas. Il est très dangereux. On peut faire le test cutané, oui, à l'hôpital, et on peut même rechercher des immunoglobulines E. Mais généralement, l'interrogatoire, il est très rentable chez les malades. Alors, vous êtes à votre poste de travail et comment vous allez reconnaître une réaction d'hypersensibilité immédiate? Déjà, la symptomatologie, généralement, elle survient de façon immédiate. Après, par exemple, l'injection des médicaments de l'induction anesthésique. Dès que vous avez injecté, la réaction, elle est immédiate. Parfois, la survenue, elle est un peu tardive, pratiquement plus d'une heure après l'induction, et généralement, on la trouve dans l'allergie au latex. Alors, ces symptômes peuvent être euh, une éruption avec du prurite, comme vous voyez ici, et pas seulement dans l'allergie aux anesthésistes, aux anesthésiques ou autre chose. Ici, vous avez l'urticaire au chocolat. On peut avoir une rougeur conjonctivale. On peut avoir des éternuements, écoulements nasal et surtout, ce qui est grave, c'est l'asthme, c'est la crise d'asthme. Et on peut avoir, comme vous voyez ici, l'œdème de Quinn avec rapidement un gonflement au niveau des lèvres, une voix nasonnée, s'il arrive à parler, bien entendu, et également un œdème palpébral, vous voyez ici, avec pratiquement une fermeture des yeux. Et ici, l'œdème de Quink, il peut également s'associer à des nausées, à des douleurs abdominales et à plein d'autres symptômes. Hein. D'accord? Mais il est très, très grave au bloc opératoire. Alors, les organes qui sont affectés par l'allergie, il n'y a pas que la peau, hein. Il y a le nez, les sinus, les yeux, l'appareil respiratoire, même les oreilles et également la digestion, hein. D'accord? Le système digestif. Donc, l'allergie ne signifie pas seulement la peau. Très bien. Également, vous allez devoir reconnaître un simple flash d'une lésion urticarienne. Le flush, c'est quoi? C'est de l'érythème sans papule. C'est une rougeur. Ce que vous voyez ici, c'est des plaques rouges. Elles peuvent commencer au niveau des membres, au niveau du visage, le dos, mais il n'y a pas de papule. Et on va les montrer dans les images d'urticaire. Et elles sont fréquentes en induction anesthésiste. Donc, il faut pas s'inquiéter quand quelqu'un fait
l'érythème sans papule. Il faut pas d'emblée commencer à injecter des corticoïdes et appeler seulement le réanimateur anesthésiste et lui, il va pouvoir gérer euh, cette manifestation. Regardez ici cette rougeur. Cette rougeur également, pour parler du flush, le flush, pour l'identifier, on peut avoir l'érythème pudique, quelqu'un qui rougit. C'est du flush. Les personnes les femmes en période de ménopause, elles ont des bouffées de chaleur et peuvent faire rougir la peau de manière imprévue. C'est un érythème, d'accord? Il est dû à une vasodilatation des vaisseaux cutanés, sans plus, d'accord? Et n'indique pas l'adrénaline ou autre chose, d'accord? On le fait pas. Très bien. Contrairement aux lésions urticariennes, les lésions urticariennes, regardez ici, il y a ce que vous voyez ici, il y a un relief. C'est une rougeur, mais quand vous les voyez à l'intérieur, il y a comme des papules, d'accord? Et également, elles sont en relief. La peau n'est pas plate. C'est pas une rougeur unique, c'est en relief. On a l'impression qu'il y a un œdème qui fait augmenter la surface de la peau. Regardez ici, vous avez l'urticaire, c'est une rougeur avec une surélévation de la peau. L'urticaire aigu est très fréquent et généralement on le traite avec les antihistaminiques. Il peut être soit allergique ou non allergique. Et il existe également l'urticaire chronique, d'accord? L'urticaire chronique, c'est généralement une dermatose inflammatoire euh, et son traitement, il est particulier. Cet urticaire, il faut savoir qu'il s'accompagne de démangeaisons, souvent. Les substances qui peuvent donner l'urticaire peuvent être des médicaments, des aliments, piqûres d'insectes, des produits cosmétiques, etc. Il n'y a pas que le, le, les médicaments d'induction qui peuvent donner ça. Et c'est pourquoi il faut faire un interrogatoire minutieux avant de faire ce dernier. L'anesthésiste réanimateur s'assure que le patient prend seulement ses médicaments habituels et pas d'autres choses, d'accord? Et notamment la veille. Très bien. Les signes cliniques d'une hypersensibilité immédiate peuvent ne pas être au complet, c'est-à-dire on peut ne pas avoir la rougeur avec l'urticaire, avec par exemple des démangeaisons, avec des signes de choc ou autre chose. On peut également avoir des signes respiratoires, digestifs, muqueux également, d'accord? Et c'est pas parce qu'on n'a pas des signes cutaneo-muqueux que le diagnostic d'allergie, on l'élimine. L'allergie peut ne pas être que cutaneo-muqueuse, elle peut être également euh, respiratoire, cardiovasculaire et digestive. Regardez ici, en matière de manifestations cliniques d'hypersensibilité immédiate, et on a pu les classer selon la gravité. Et vous avez le grade A, le grade 1, 2, 3 et 4, c'est Ring et Messner. Vous avez le grade 1, c'est des signes cutaneux muqueux avec urticaire, avec ou sans angio-œdème. Le grade 2, c'est l'atteinte multiviscérale modérée, avec des signes cutaneo-muqueux, avec ou sans hypotension, tachycardie, toux, dyspnée, signes digestifs. En plus, euh, cette dernière peut évoluer vers l'aggravation avec une atteinte multiviscérale et dans ce cas-là, c'est le grade 3. Ici, il faut savoir que le grade 3, les signes cutaneo-muqueux peuvent être absents. Et en plus, hein, c'est lorsqu'on on restaure l'hémodynamique chez ces patients que la lésion cutanée apparaît. Et bien entendu, le stade 4, c'est l'arrêt cardiaque. Regardez ici le traitement. En fonction des stades, jamais on donne à ce stade de l'adrénaline quand il y a un érythème seul, le flash. On le donne pas. On commence à donner l'adrénaline avec la réactualisation des recommandations à partir
des stades 2 et encore. Donc, faites très, très attention par rapport à ces derniers. Le bilan allergologique, il se fait généralement avant l'induction. Il se fait lorsque l'anesthésiste réanimateur soupçonne, par exemple, une allergie ou lorsque l'allergie, la réaction cutanée est franchement urticarienne. Et dans ce cas-là, il envoie le patient pour un test qui est indolore. Il est basé sur le mécanisme de contact avec le derme, avec la peau, de la substance potentiellement allergisante. Par exemple, si nous, on a suspecté que le patient a fait une allergie à, aux anesthésiques locaux, on peut demander une confirmation parce qu'on ne sait pas si réellement c'est ce médicament ou autre chose. Donc, on peut le faire et regardez ici, vous avez une case là où on va mettre les témoins et de l'autre côté où on va piquer la peau du patient avec les substances pour lesquelles on a suspecté cette allergie. Et plus cette réaction, la réaction après avoir piqué par l'antigène, elle est importante par rapport au témoin, plus l'allergie à la substance est importante. Alors, je redis, si le patient a antérieurement connu des réactions fortes, choc anaphylactique, on évite ce test. On le fait pas. Alors, parfois, il y a des situations particulières. L'anesthésiste, il envoie le patient chez l'allergologue. Le bilan, il est normal. Il y a pas, on n'a pas pu déterminer l'allergie. Mais le patient dit qu'il a un accident anaphylactique périopératoire et bien documenté. Alors, l'allergologue, il va faire un travail policier. Il va s'assurer de l'exhaustivité des renseignements cliniques fournis par l'anesthésiste. Par exemple, il va voir est-ce que certains antiseptiques ont été utilisés. Est-ce que c'est eux qui ont induit cet accident anaphylactique? Et également, on peut renouveler les tests à distance jusqu'à 2 mois après. Pourquoi? Parce que il est possible d'évoquer une mastocytose et vérifier le dosage de tryptase sérique. Euh, et cette mastocytose est une cause de négativation du bilan de l'allergie. Donc, on fait attention à ce concept. C'est-à-dire que dans certains cas, vous allez avoir un bilan allergologique négatif et l'accident anaphylactique, il était bien documenté. Dans ce cas-là, c'est l'allergologue qui va faire le travail en profondeur chez l'humain. Il y a une réalité de cette hypersensibilité allergique en anesthésie. Il faut savoir que l'incidence des réactions d'hypersensibilité varie d'un pays à un autre, de 1 pour 10 000 jusqu'à 1 pour 20 000. Anesthésie, toute substance et technique d'anesthésie confondue. Et regardez ici, par exemple, vous avez le curare, le latex, les hypnotiques, les morphiniques, les colloïdes, les antibiotiques et même autres. Et vous avez ici, des années 89 jusqu'aux années 2002, les proportions sont très importantes. Pour certaines, elles diminuent. Par exemple, ici pour les hypnotiques, passant de 11 à 0,8. Et pour d'autres, elles ne font que augmenter, comme pour les antibiotiques, par exemple, comme pour le latex. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'interventions. Là, maintenant, il y en a énormément chez le même patient. Alors, il a été retrouvé qu'il y a quand même une prédominance féminine pour ces réactions d'hypersensibilité. Et les substances potentiellement responsables de choc anaphylactique sont identiques aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.
Mais il a été trouvé que l'allergène le plus fréquemment en cause chez l'enfant était le latex, surtout chez l'enfant qui a subi plusieurs interventions pour spina bifida. Et c'est pourquoi il est important de mettre en place une stratégie de prévention primaire. Donc, chez les patients qui doivent subir des interventions à répétition, il faut généralement créer un environnement sans latex. Certaines équipes de chirurgie l'ont fait et ils ont obtenu pratiquement zéro allergie au latex chez ces enfants. L'hypersensibilité non immédiate impliquant les produits d'anesthésie sont peu fréquents. Principalement, ils sont décrits pour les anesthésiques locaux, les antibiotiques, les antiseptiques, l'héparine, les produits de contraste, etc. C'est des notions que vous devez connaître seuls. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à cette première présentation. Je ne sais pas si je laisse la parole à mon ami professeur Benjoudi et on se revoit pour la phase discussion pour les questions et pour conclure. Merci pour votre attention. Chers collègues, bonjour tout le monde. Bienvenue. Je vais procéder le temps que je fais partager mon écran. Un moment. Donc, le temps de partager. Donc, il faut savoir que l'anesthésie et l'allergie, c'est des conférences d'actualisation depuis un bon moment, surtout 2023, 2022-23. Ils ont été discutés dans les conférences d'actualisation de la SPAR et l'incident, ces cas sont décrits depuis très longtemps, mais devant l'amélioration ou l'évolution anesthésique dans les produits anesthésiques, on essaie toujours de voir on essaie toujours de voir le côté un agent anesthésique le moins allergisant. Attendez, j'essaie de faire moi-même sans notre informaticienne. OK. Vous me donnez 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, moi, je suis professeur Benjoudi, médecin anesthésiste réanimatrice à l'hôpital Mustapha Bacha, le service de chirurgie thoracique. OK. Je vois qu'il y a 27 participants. Alors, partagez l'écran. Partagez, oui.
Voilà, moi, je fais partager. Oui, parfait. Ok, Voilà. c'est bon. Ok, désolé. Donc, je reprends. Donc, notre thème est un thème des années, mais toujours d'actualisation. Ça a été discuté dans les journées de la SPAR 2023, même 2022. Alors, après avoir vu c'est quoi l'allergie, c'est quoi le diagnostic avec le professeur Lawal, on va passer l'allergie en anesthésie. Donc, l'objectif, c'est de connaître les recommandations, on les appelle, c'est des questions qui ont été posées aux experts par les praticiens au niveau mondial et des fois c'est local, comme au niveau de la SPAR en France. C'est la réalité du risque d'hypersensibilité allergique en anesthésie. Quelle est l'incidence? Quels sont les aspects cliniques immédiats et retardés? Quelle est la morbimortalité de ces substances responsables? Quel est le mécanisme de la sensibilisation et de l'hypersensibilité immédiate aux anesthésiques? Quelle est la physiopathologie de l'allergie et des états de choc faits par cet allergène? Quelles sont les conduites et les bilans diagnostiques de la réalisation d'hypersensibilité immédiate? Quels sont les facteurs favorisant une réaction d'hypersensibilité et place du bilan allergologique pré-anesthésique? Quelle est la prévention primaire et secondaire? Quelle est la prémédication et les techniques anesthésiques? Les préparations des patients? Quel est le traitement des réactions d'hypersensibilité immédiate et en particulier du choc anaphylactique survenant au cours de l'anesthésie? Donc, une fois les experts réunis, doivent répondre à ces questions pour faire sortir des recommandations pour la pratique des médecins anesthésistes réanimateurs et même les AMAR, les auxiliaires en anesthésie-réanimation. Donc, comme vous savez que toute anesthésie nécessite l'administration de médicaments qui exposent au risque d'allergie, pouvant être parfois mortels.
Le protocole codifié établi par des allergologues et des médecins anesthésistes dans ce domaine. La Société française d'anesthésie et réanimation, en 2021, ils ont repris les recommandations de prise en charge de ces réactions en terrain d'anesthésie. Il faut savoir que le médecin et l'auxiliaire anesthésique sont les premiers à déceler les manifestations cliniques et transmettre l'information aux autres professionnels de santé pour la prise en charge du patient, y compris la consultation d'allergo-anesthésie. L'infirmier ou l'auxiliaire anesthésique, il est aussi compétent de gérer la réaction allergique opératoire en collaboration avec le médecin anesthésiste réanimateur et de participer aux étapes de la procédure, ainsi transmettre l'information aux autres équipes pour le bon déroulement du protocole et de la prise en charge du patient. À chaque fois on rappelle ce thème? Parce que là, c'est vrai que l'allergie en anesthésie, elle est rare. On a 100 réactions allergiques pour 1 million d'anesthésies. Mais la mortalité, elle est estimée à 4%. Cette mortalité à 4% n'est pas, c'est un bon nombre. C'est-à-dire, quand il y a l'allergie, elle est là, la mortalité peut être élevée à 4%. C'est pour ça, on ne cesse de revoir ce thème à chaque fois. Les caractéristiques cliniques de l'allergie, ils dépendent de l'âge, du sexe, de l'allergène lui-même. Nous, en tant que médecins anesthésistes et comme auxiliaires anesthésistes, on travaille par voie IV. Donc, les réactions sont en quelques minutes, mais il faut chercher qui est le responsable de cette réaction. On a le curare ou bien les hypnotiques. L'antibiotique, ils ont été classés dans les recommandations de 2021. Les plus importants, c'est les curares et les hypnotiques. En deuxième, c'est l'antibiotique. Et après, il y a les autres produits non anesthésiques qu'on les utilise dans les interventions opératoires, à savoir les colloïdes, la protéine, la protamine, le latex, et qu'ils ont remarqué qui font de l'allergie. Les symptômes peuvent être de simples réactions cutanées jusqu'à l'état de choc, un trouble du rythme et un arrêt cardiaque. Donc, comme je disais, actuellement, les curares, c'est l'allergie la plus fréquente. Pour la tracorium, c'est estimé à 11% et pour silicurine, elle est estimée à 13%. Le deuxième, c'est l'antibiotique, c'est les pénicillines. Puis, les céphalosporines, il faut savoir pour les pénicillines, 10% de la population peut être allergique, mais il n'y a que 5%, la moitié qui consulte pour confirmer qu'il s'agit bien de l'allergie à tel ou tel antibiotique. Et bien sûr, les gens qui travaillent dans les services de radiologie, le produit de contraste aussi, il est allergisant. Comme elle a fait ma consoeur pour les, les allergènes les plus rencontrés, des études statistiques de 89 jusqu'à 2002, ils ont montré le premier, c'est les curares, et suivi des morphiniques et des hypnotiques, excuse-moi, des hypnotiques, et après les autres molécules, même autres comme le latex. Alors, comme remarque, c'est qu'un patient allergique à un curare conservera un taux élevé d'anticorps pendant toute sa vie, avec persistance de la positivité des tests cutanés confirmant que que son système immunologique est en permanence stimulé. Donc, il est vigilant de ce corps étranger. Pourquoi cette remarque? C'est que quelqu'un, quand il déclare qu'il a fait dans une intervention une allergie et il a été orienté pour les tests allergologiques, quand on découvre qu'il fait de l'allergie
quatre croix ou trois croix pour un cureur, il doit avoir une carte qui déclare ça. Et quand il se présente pour, même en consultation civile à l'extérieur, ou bien pour il est programmé pour une intervention, il doit présenter cette carte. C'est préventif pour essayer de faire un protocole adapté. La traduction clinique, elle dépendra bien sûr du mécanisme immunologique, elle l'a très bien expliqué ma collègue, et on peut faire suivant les sévérités d'un simple rage cutané jusqu'au plus grave qui est l'arrêt cardiaque. Bien sûr, les causes, ils sont pharmacologiques ou bien des fois de contact comme le latex. Les troubles du rythme cardiaque ou bien les atteintes cardiaques sont précoces et sont gravissimes. Quand il y a un choc anaphylactique, il y a une inefficacité cardiaque qui est d'emblée. C'est-à-dire, le cœur, il est mis à plat. D'emblée, un bas débit, vous aurez quand il y a vraiment une anaphylactie par opératoire aux drogues. Le tropisme, il est préférentiellement de cette allergie au niveau vasculaire. C'est pour ça qu'on a une vasoplégie. Donc, toutes les vaisseaux sont ouverts. C'est pour ça on a tout ce qui est contenu dans le vaisseau va être comme s'il y a une hypovolémie vraie. Et elle a un tropisme aussi au niveau des branches. Pourquoi? C'est pour ça dans la clinique on trouve le bronchospasme. Le terrain des patients, bien sûr, on a plus de l'anaphylaxie quand le patient il est asthmatique ou bien il a un terrain d'allergie avec une hyperréactivité bronchique. Donc, ces gens-là, on doit les préparer en consultation pré-anesthésique, elle est obligatoire quand il s'agit d'une intervention programmée. Quand il s'agit d'une urgence, on prend tous les moyens pour éviter les produits qui sont curarisants, les produits qui sont allergisants, pour le protéger, bien sûr, du choc anaphylactique. Bien sûr, le groupe ou le bilan prédictif dans une allergie, il faut savoir qu'une réaction anormale lors de l'anesthésie antérieure, elle est, on va la recenser dans la consultation d'anesthésie. Vous savez tous que la consultation d'anesthésie à froid, ça se fait à distance en moins de 2 semaines. Pas une consultation, il y a la consultation pré-anesthésique et il y a la visite pré-anesthésique. La visite pré-anesthésique se fait la veille par le médecin ou la mère qui va rentrer au bloc opératoire avec le patient et il a les données sur la consultation pré-anesthésique qui se fait à distance de 15 jours. Pourquoi à distance de 15 jours? C'est pour prendre tous les problèmes que peut faire ce patient au opératoire avec ses comorbidités. Et parmi les problèmes qu'il a, c'est l'allergie quand elle est déclarée ou bien le terrain d'allergie. Les signes cliniques évocateurs d'une intolérance au latex, c'est les prurites de contact, les œdèmes, les rhinites ou bien l'asthme. Au latex, vous pouvez des gens qui portent des gants pour travailler, que ce soit dans leur boulot ou bien même à la maison. Il y a des gants, il y a des gens qui portent des gants pour faire le ménage avec les détergents et ils font pas, des fois pas au premier contact, mais au plusieurs contacts ils font une réaction d'allergie au latex. Et ça se voit aussi au niveau du bloc opératoire. Il y a des gens qui n'ont jamais utilisé de gants et quand ils sont programmés au bloc opératoire, à la consultation pré-anesthésique, on ne trouve pas qui a marqué qu'il a une rhinite ou une allergie quelconque ou un contact au gant. Donc, il peut faire de l'allergie opératoire et pour la détecter, le médecin anesthésiste réanimateur ou l'auxiliaire ne peut pas diagnostiquer puisqu'il n'a pas des données.
Les enfants, comme elle a dit ma confrère, les atteintes de malformation urogénitale, la spina bifida, justifient aussi des sondages urinaires spécifiques. Les chirurgiens le savent et pour les interventions réparatrices multiples. Donc, quand il s'agit des patients à risque, il faut savoir qu'il y a les tests allergologiques qui sont destinés pour dire est-ce que vraiment ce patient il a fait ou il fait une allergie. Mais avant de déclarer que le patient il fait une allergie, il faut toujours faire, quand on fait un diagnostic, on fait un diagnostic différentiel parce qu'un trait peut cacher un autre. Donc, qu'est-ce qui peut donner un tel tableau clinique comme si c'est une allergie? C'est les bêta-bloqueurs. Quand vous avez une comorbidité, un coronarien ou bien un cardiopathe qui a parmi les traitements antérieurs, il prend des bêta-bloqueurs. Et vous savez qu'un coronarien, quand il est programmé, eh ben, pour éviter qu'il fasse de la tachycardie et déstabiliser la balance d'oxygène, on le met prémédication au bêta-bloqueur. 2 heures avant l'intervention, il prend son traitement. Donc, en opératoire, on peut avoir cette tachycardie, elle est bloquée par les bêta-bloqueurs. Donc, il fait de l'allergie, mais il n'a pas de tachycardie. Donc, cette tachycardie réactionnelle qui se fait à la vasoplégie et l'hypovolémie, c'est-à-dire en opératoire, quand on prend le délai d'action d'un médicament comme il a toujours un délai d'action. Les bêta-bloqueurs, quand le patient il le prend, il est dans le sang maximum d'action au bout 4 heures. Et après, il diminue. Donc, les 4 heures, on est déjà en opératoire. Donc, il faut voir dans la fiche d'anesthésie, est-ce que ce patient, il a pris des bêta-bloquants pour faire la part des choses. Est-ce que aussi le patient, c'est un cardiopathe, il prend des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Il vient, si il opère programmé, bien sûr, on arrête. On fait des recommandations. Les derniers, on arrête entre 24 à 12 heures. Mais quand il vient en urgence, c'est possible qu'il a pris son traitement. Donc, il donne des hypotensions, une vasoplégie. Il faut faire la différence entre la vasoplégie des EEC et la vasoplégie de l'allergie. Et cela, bien sûr, par un interrogatoire qui a été fait au préalable. Autre cause les plus fréquentes rencontrées en anesthésie, c'est en cas d'hypovolémie, par exemple un saignement, une chirurgie saignard, vasculaire ou autre. Donc, une hypovolémie donne de l'hypotension et de la tachycardie. Donc, il faut gérer cette situation pour dire que on est dans l'hypovolémie, l'état de choc de l'allergie. On peut être aussi dans les réactions vagales, dans certains gestes chirurgicaux, une traction sur un muscle, il peut donner une réaction vagale et euh, ça se, ça se voit sur le plan scope par une hypotension et une bradycardie. Autre aussi, les bronchospasmes isolés. Quand il y a une anesthésie qui est légère, le patient peut faire un bronchospasme par la douleur. C'est pour ça, de plus en plus, dans les progrès anesthésiques, on essaye de faire plus de monitorage pour avoir plus d'œil sur notre patient, à savoir le monitorage de la narcose, le monitorage de la curarisation. Tout cela, c'est pour éviter qu'on est dans l'excès ou on est dans le défaut de l'anesthésie et qui peuvent, bien sûr, dans les deux cas, avoir des conséquences. Il y a aussi les causes, éliminer les causes mécaniques. En opératoire, vous pouvez intuber votre malade et en opératoire, suivant à la position chirurgicale, à l'installation, on peut avoir le déplacement de la sonde et elle sera contre la carène et elle va s'exprimer par un bronchospasme. Donc, c'est pour ça, dans la mobilisation du patient ou bien au opératoire,
toujours contrôler s'il n'y a pas de déplacement de la sonde d'intubation et vérifier votre capnographe. Donc, comment on fait quand il y a de l'allergie en pratique? En 2012, ça a été très bien décrit dans l'Annale française des anesthésie et réanimation. En 2011, pratiquement, c'est les mêmes données, ils n'ont pas changé. Donc, c'est que quand on fait l'induction au bloc opératoire, chaque bloc opératoire, normalement, vous faites un checklist avant l'intervention. Il y a le checklist de médecin anesthésiste ou l'auxiliaire et il y a le checklist du chirurgien. Parmi le checklist de l'AMA, ils doivent vérifier son laryngoscope, ses sondes d'intubation, ses drogues, de tout. Et parmi d'autres, il doit avoir au niveau de chariot d'urgence des tubes qu'on va tester en cas où il aura de l'allergie. Et il va faire des prélèvements pour avoir la preuve qu'il a fait une allergie et pas une erreur technique. Parmi ces tubes, on doit avoir 3 tubes. Donc, un tube EDTA, vous le connaissez tous, couleur violet, et des tubes secs, il n'a pas de couleur, et bien sûr un flacon de 20 cc pour prélever les urines lors de la première miction après l'accident. Et notre malade, bien sûr, il est sondé, donc on fait des prélèvements directement sur la sonde urinaire. Bien sûr, les tubes, des fois, on peut assumer quand on est devant un laboratoire qui fait de un labo d'allergo-anesthésie. Nous, à Alger, ceux qui font ça, c'est au niveau, on a un au niveau de l'hôpital Mustapha qui s'en occupe pour faire les tests, mais pour faire la lecture, c'est au niveau de Benim Souss. Maintenant, vous, au niveau de la wilaya où vous êtes, ça dépend. Donc, c'est bien de vous renseigner sur place. Est-ce qu'il y a la pharmacovigilance? Quand il y a une allergie, on s'adresse à qui? À quelle structure? Des fois, la structure, elle est loin. Et quand elle est loin, donc on doit congeler, on doit faire centrifuger ce sang de prélèvement et on va récupérer le sérum et le plasma en centrifugeant pour les garder, pour les congeler à 4 degrés pendant 24 heures et on peut les acheminer vers les établissements les plus loin. Même celui qui est à Adrar, il aura une semaine quand il est congelé de l'envoyer sur Alger pour faire la lecture. Donc, et bien sûr, le transport doit être dans un carboclax, dans des cuves de carboclax, c'est-à-dire il faut pas couper la chaîne froide pour qu'il reste efficace. Donc, pourquoi on fait ces tests? J'en suis sûre que pas mal de blocs ne font pas cette pratique. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas de structure à côté, mais ce qu'il faut savoir que pour l'instant, on n'a pas vraiment des poursuites judiciaires, mais à l'avenir, on peut avoir des poursuites judiciaires comme à l'Europe. Euh, comme à l'Europe, c'est la poursuite judiciaire pour après une intervention. Euh, ils sont les médecins, ils ont peur de ce côté. Pourquoi? C'est pour une protection. Donc, on fait ces tests et ces prélèvements pour une protection médico-légale de l'anesthésiste en cas de plainte. Parce que souvent, vous entendez dire que quand il y a une intervention, si ça se passe bien, donc, c'est le chirurgien. Si ça se passe mal, généralement, c'est la réanimation ou l'anesthésie. Donc, en cas où il y aura le décès, ils vont dire que c'est pour nous, vous estimez que c'est un choc anaphylactique ou bien vous faites le malade, il est décédé par un état de choc et vous n'avez pas pu le récupérer, vous faites ces tests, vous allez, le chirurgien il va répondre aux parents, c'est pas un problème chirurgical, mais c'est un problème anesthésique. Et anesthésique pour que vous serez protégé, que c'est pas une erreur technique, mais c'est un choc anaphylactique et les chocs anaphylactiques, ils sont des fois imprévisibles et vous serez pas sanctionné devant un magistrat.
Donc, ces suites, j'ai dit, ces prélèvements de l'accident peuvent être, euh, quand il s'agit d'un accident mineur, on peut faire des explorations 6 à 8 semaines plus tard que le bilan. Il faut pas le faire dans l'immédiat, mais il faut laisser le temps que l'allergène disparaît pour qu'ils feront les tests qu'elle a parlé, ma consoeur, tout à l'heure. Donc, ces tests à réaliser, c'est des tests, on a dit, sanguins et des dosages urinaires. Le tube de sérum plasma et urine peuvent être congelés pour dosage ultérieur, prélevés à deux reprises, c'est-à-dire mieux faire des prélèvements à deux reprises, 3 tubes de sang plus le dosage pour les médiateurs. Pourquoi on fait deux prélèvements à deux reprises? Des fois, quand il y a l'urgence, on peut être mal attentionné. Donc, on le fait 2 fois pour savoir qu'on a fait dans les bonnes conditions et le bon délai. Donc, il faut savoir que la demi-vie de l'histamine étant bref, in vitro, quand ils ont fait l'expérimental, c'est 15 minutes. Cela justifie de faire un prélèvement très précoce. Donc, comme on dit qu'il y a une allergie, c'est la libération de l'histamine. Cette histamine, elle est brève. Donc, toute hypotension sévère sans mécanisme soit ralenti et que les concentrations élevées puissent être encore détectées 1 à 2 heures plus tard. Je veux dire que dans une réaction normale d'allergie, 15 minutes, on a le maximum d'histamine qui est libéré. Et après, elle commence à disparaître. Mais quand on est devant un état de choc, on peut y aller, ces 5 minutes peuvent être prolongées d'1 heure à 2 heures de temps. Donc, la validité de ces résultats, elle dépendra de quoi? De deux choses, des conditions de stockage et du transport des tubes. Donc, la façon comment on a conditionné, comment on a stocké euh, la congélation, si le frigo, à chaque fois, il s'ouvre et il se ferme, donc il y a perte de la chaleur. Et le tube, le transport, est-ce qu'il a été toujours transporté à 4 degrés? Les fonctions des circonstances cliniques, techniques de prélèvement, il faut toujours faire un document quand on va acheminer ce prélèvement, il faut un document. Pourquoi? Parce que il doit être bien rempli, parce qu'il y a des faux négatifs qui sont découvertes à la fin de la grossesse. Le traitement par l'héparine lors de la chirurgie cardiaque, circulation extracorporelle, parce qu'elle est très allergisante. Comme on peut avoir aussi des faux positifs dans l'hémolyse ou bien une erreur de manipulation de cet échantillon dans le laboratoire. Et tout ça doit être rempli dans des fiches. Les bilans antérieurs faits par un allergologue, souvent, et il n'est pas fait, pour vous dire, souvent, il n'est pas fait. Vous avez tous eu de l'allergie au bloc, même si c'est une allergie cutanée, mais le patient n'est pas envoyé pour une consultation allergo. L'anesthésie n'est pas informée, soit c'est l'anesthésiste qui n'a pas informé le patient à la fin de l'intervention, ou bien l'intervention elle a été reportée. Il va pas lui dire il va lui dire vous avez fait une réaction allergique, mais il l'a pas envoyé pour l'exploration. Ou bien il n'y a pas eu de, il y a pas, ça n'existe pas dans les alentours la consultation d'allergo-anesthésie. Il faut savoir que même en France et ceux qui sont bien sur la longueur d'onde, c'est le Nord Europe et au niveau en Irlande. Ils sont bien sur ces tests. Même en France, il y a des zones où ils n'ont pas cette consultation d'allergo-anesthésie. Ça existe dans les gros hôpitaux de Paris. Le patient ne répond, ne se, quand le patient ne répond pas à cette consultation, pourtant il est programmé. C'est-à-dire, des fois, c'est l'erreur, le patient qui ne va pas. Il est informé, mais il part pas pour explorer. Et le patient est décédé suite au choc. Des fois, quand il est décédé, on ferme le dossier, mais on est obligé de voir c'est-à-dire, on est obligé de redire et de parler toujours de l'allergie
parce que on sera dans un pays, l'avenir, toujours on est dans la progression anesthésique et on est dans la progression en médico-légal. Vous avez compris que les derniers temps, avant, on n'a pas, les médecins n'ont pas de poursuites judiciaires, mais les dernières années, et surtout les 6 dernières années, il y a de la poursuite judiciaire et l'anesthésiste ou le médecin anesthésiste sera sera que c'est pas une erreur technique de la marque, mais c'est de l'allergie. Alors, je reviens pas sur ces tests, juste que la consultation allergo-anesthésique est un bilan pour identifier l'allergène du produit anesthésique afin d'éviter les récidives. C'est pour ça qu'on les fait. Sinon, pourquoi on fait ces tests? Il faut que le patient, quand on va l'informer, il doit être conscient du danger. Personne n'est à l'abri du bloc opératoire dans sa vie. Ces tests de provocation sont développés en Europe et la Nouvelle-Irlande et tendance à se développer en France. Le traitement, eh ben, quelle est la conduite à tenir quand on est devant un état de choc? Et un état de choc, ça s'attend pas parce que elle compromet le pronostic vital des grandes fonctions, à savoir euh, et peuvent donner des séquelles. Donc, devant un état de choc, quand vous avez, c'est quoi l'état de choc? C'est un body beat avec une bradycardie des fois. À la fin de l'état de choc, c'est la bradycardie. Donc, au départ, c'est l'hypotension. Et l'hypotension, c'est-à-dire la systolique, elle est moins de 80 et la diastolique, elle est moins de 40. Bien sûr, on a dit, il faut toujours voir les faux euh, avant de penser qu'il s'agit de l'allergène, il faut penser s'il n'y a pas d'autres causes qu'on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, le saignement, l'approfondissement de la jet, donc, qu'est-ce qu'on fait? État de choc. Donc, il y a une souffrance du cerveau. La première des choses, faire de l'oxygène pur à 100% pour qu'ils arrivent aux organes, à tous les tissus de l'organisme. Bien sûr, on est maintenu en vie à cause de l'oxygène. L'oxygène et l'alimentation, bien sûr. Mais surtout l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, les cellules meurent. Donc, on fait la ventilation en oxygène pur. On fait le remplissage rapide, à savoir 10 à 15 cc par kilo en 15 minutes. Faites attention, surtout quand il s'agit d'un cardiopathe ou quand il y a quelqu'un, il est cardiopathe pour éviter. Mais chose qui est certain que l'état de choc, donc c'est une vasoplégie, donc c'est une hypovolémie vraie. C'est pour ça on donne 10 à 15 cc par kilo. Donc, si la pression artérielle, elle est toujours, soit on fait le remplissage rapide par la base, le sérum salé, sinon par des macromolécules comme en amidon, et toujours, ça se fait en 15 minutes. On va renouveler encore 15 minutes. Si le body B existe toujours et l'hypotension elle est rebelle, on introduit un catécholamine qui est l'adrénaline, qui est la drogue de choix de l'état de choc. On le donne par IV des bolus de 0,2 mg et on entretient 5 à 20 gamma kilo minute. Bien sûr, si vous avez cet état de choc avant que le malade il est intubé, ou bien avant qu'il fasse même qu'il a une voix, vous allez utiliser, c'est-à-dire il n'y a pas une voie veineuse périphérique, vous utilisez l'adrénaline en sous-cutané. Donc, le choc anaphylactique opératoire, on a dit soit l'état de choc, soit le bronchospasme. Et c'est quand il y a on peut avoir le bronchospasme ou bien les troubles de coagulation, un œdème pulmonaire qui est un œdème d'agression, ou on peut trouver même du rhabdomyolyse. Elle a expliqué, ma consoeur tout à l'heure, le mécanisme d'action ou la physiopathologie de l'allergologie. Donc, toujours, quand il s'agit de bronchospasme, il faut ramener de l'oxygène, il faut remplir, donner de l'adrénaline et donner des bêta-stimulants.
La surveillance, bien sûr, tout en intervenant dans notre conduite à tenir, on a des paramètres de surveillance en continu pour savoir notre efficacité. La bronchospasme, bien sûr, il faut donner du salbutamol en aérosol, ou bien en spasme, en spray, ou bien en IV, par des bolus, puis en perfusion, ou bien on peut, si on n'a pas, on peut donner même l'isoprénaline qui peut agir dans le bronchospasme. Donc, la surveillance, une fois que le patient, il fait, pour la femme enceinte, éviter la vasoconstriction parce que sinon, il y aura, une fois qu'il y aura l'extraction fœtale, on agit parce que s'il y a le délai, il est très long, il y aura une souffrance fœtale. Donc, l'éphédrine, on peut l'utiliser à forte dose. Pourquoi? Parce qu'elle est tachycardisante. Donc, quand il y a une bradycardie, on peut utiliser de l'éphédrine. Ce n'est pas le cas dans l'adrénaline sera utilisée sans trop tarder, bien sûr, quand vous avez un état de choc rebelle. La surveillance du patient, une fois le patient, si le patient il fait son état de choc et vous le diagnostiquez au début de l'intervention, vous dites au chirurgien, le patient il fait un état de choc, on arrête. Vous reportez l'intervention. Et si vous êtes en plein geste du chirurgien, vous lui dites, voilà, le patient il fait un état de choc, il faut faire vite. Donc le chirurgien, dans les deux cas, il doit être mis au courant pour arrêter l'intervention. Et soit l'arrêter quand il n'est pas en plein geste, soit terminer rapidement le geste pour pouvoir s'occuper du malade. Le malade, s'il a échappé à la mort et au décès, il doit être surveillé en réanimation 12 heures, pas 4 heures, même s'il est bien. Il doit être, même s'il a fait un truc de cutanéo-muqueux, il doit être surveillé au minimum 12 heures. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que l'allergène peut-être, et il va disparaître entre un mois jusqu'à 2 mois. Donc, minimum de surveillance 12 heures, même quand le malade, il est stable. Reporter l'intervention, on l'a dit, quand c'est nécessaire. On n'a pas encore commencé. Et n'hésitez pas. Alors, je voulais parler pour le report d'intervention. Il y a une pratique courante il y a une pratique courante, les AMAR le font souvent, c'est que vous donnez de l'antibiotique après l'anesthésie. Et ça, c'est faux. Pourquoi? L'antibiotique doit être donné une fois que le malade il est piqué. On fait l'antibiotique à distance de l'induction au moins de 5 à 10 minutes. Pour voir s'il y a de l'allergie aux antibiotiques, on arrête l'intervention. Alors la majorité, il faut, c'est ce que je vois dans ma pratique avec des AMA, que je le corrige à chaque fois. D'ailleurs, il y a eu un incident. Vous voyez, il y a des gens qui font de leur fonction, surtout quand ils sont anciens, automatiquement. Ils ont l'habitude de donner l'antibiotique après l'induction. Mais ça, c'est faux. Dans ma vie, dans ma pratique, j'ai 25 ans de pratique d'anesthésie. Pour l'allergie, j'ai rencontré 5, dont une, elle était mortelle. C'était en chirurgie cardiaque. Et la toute dernière, ça remonte à 6 mois. C'était en faisant l'induction. Donc, je dis toujours moi, quand je suis présent, l'antibiotique avant. Donc, Lamar, il a donné de l'antibiotique. Le temps de tourner pour ramener son plateau, la patiente lui dit, je vois pas bien de mon œil gauche. Il essaye de se rapprocher, il trouve elle fait un œdème palpébral. Donc, quand on constaté ça, on a arrêté l'intervention, on a avisé le chirurgien. Le chirurgien n'était pas content. Il a dit, c'est rien du tout l'allergie au niveau des palpébrales. Mais moi, j'ai insisté pour le report et j'ai envoyé le patient pour le test, l'allergo, test allergique. Eh bien, il revient.
le chef de service qui n'était pas content quand il avait de retour, le retour des analyses de la patiente, elle était allergique au curare 4 fois. Donc, quand il a vu ça, il est venu vers moi, il m'a dit, vous avez bien fait d'arrêter l'intervention. Alors que sur place, il n'était pas content. Mais c'est l'AMAR et l'auxiliaire, quand il est, des fois vous travaillez, surtout les gens du Sud travaillent seuls. Eh ben, vous devez vous maintenir votre position. Quand vous voyez qu'il y a une allergie avant l'intervention, vous arrêtez. Et bien sûr, cette dame, on l'a pris, la dame elle-même, on lui a dit de reporter, elle nous suppliait pour faire. Bien sûr, parce que les interventions ils sont hospitalisés de 10 jours, de 15 jours. Elle me dit, j'ai l'habitude de faire de l'allergie, mais ça passe. Donc, elle nous suppliait de terminer l'intervention, de passer à l'intervention. Mais quand elle est revenue avec l'allergie au cura 4, elle nous a félicité, elle nous a d'atteindre même بالخير. Parce que celui qui lui a fait les tests, il lui a dit, يعطيهم الصحة, ils n'ont pas fait l'induction anesthésique. Et bien sûr, on a fait notre intervention en éliminant les curares. Elle a été reprogrammée ultérieurement et les tests, ils ont été faits un mois après l'incident. Donc, je disais, voilà, c'est pour vous dire que faites attention, des fois, dans le principe, pourtant, dans la littérature, vous trouvez que l'antibiotique, il est fait juste avant l'incision. Donc, avant l'incision de 30 minutes. Avant l'incision de 30 minutes, celui qui prend la voix, il doit le faire. Mais il y a des mauvaises, ils ont été, surtout les anciens, il me dit, professeur, ils nous ont dit que c'est bien de donner le curare après l'induction parce que le malade, il est intubé. S'il va faire un spasme, il est déjà intubé. Ça, c'est faux. Parce que quand on fait de l'anaphylaxie, on peut comme elle a fait c'est une allergie croisée. Elle a fait de l'anaphylaxie à l'antibiotique. Mais quand on a testé les autres, on a trouvé le curare. Donc, des fois, il y a de l'anaphylaxie croisée. C'est pour ça, quand on peut éviter, s'ils ont dit l'induction avant l'incision, aussi, c'est pour voir que l'antibiotique, on l'isole avant de donner d'autres drogues. Sachant que nous, on travaille avec les drogues IV à chaque fois. Donc, on va terminer, merci d'avoir patienté, par quelques recommandations aux points essentiels que vous pouvez le retenir. C'est que l'incidence aux réactions allergiques per anesthésique est impossible à estimer. On a dit pourquoi. Des fois, il n'y a pas de poursuite. Des fois, les prélèvements ne sont pas faits dans les meilleurs délais. Des fois, il n'y a même pas ces tubes qui sont présents au bloc opératoire. J'espère que dorénavant, vous les mettez. Et vous devez, comme un autre point essentiel, 60% de ces réactions, ils sont immunologiques, ils sont à IgE dépendants, d'où l'intérêt des tests. Les curares et le latex sont les plus fréquents. Le diagnostic de la réaction anaphylactoïde repose sur le dosage des médiateurs au moment du choc quand il est confirmé par les tests cutanés à distance. En cas de réaction per-anesthésique, le réflexe est de prélever systématiquement. C'est vrai quand on a un état de choc, c'est tout le monde la panique, mais essayez, vous êtes 2 ou 3 en salle opératoire, un des 3 aura le réflexe de faire le prélèvement parce que c'est un document médico-légal que le patient n'a pas fait une erreur technique. Par exemple, il a injecté une autre drogue. Tous les scénarios peuvent être dits. Mais qu'est-ce qui va les contrarier? C'est les tests. Que cet anesthésiste, il a fait son bon travail dans la formée et c'est le patient qui a fait de l'anaphylaxie à telle ou telle drogue. Donc, en cas de réaction, on a dit en cas de réaction, ayez le réflexe de prélever. Un bilan allergologique prédictif de sensibilisation latente des populations à haut risque. Par exemple, quelqu'un qui est asthmatique, il est sous pompe.
Il n'a jamais fait il n'a jamais fait d'intervention chirurgicale. Eh bien, celui-là, je vais lui tester au moins le curare, au moins. Un curare, vos habitudes de bloc opératoire, vous donnez comme antibiotique le céfacidane ou le claf. Donc, je vais tester, je l'envoie pour des tests de céfacidane, de claf et de curare. Malgré, nous, on fait dans la consultation pré-anesthésique, on essaie de faire dans la consultation pré-anesthésique et même sur table opératoire, on optimise par le traitement médical, mais des fois, c'est pas suffisant. Si on voit qu'il y a de l'allergie, il va faire de l'allergie confirmée, eh ben, des fois, la balle ne peut pas retourner. C'est une balle perdue et le malade peut décéder. La stratégie de demande de bilan prédictif allergologique, ces tests de provocation, c'est, on a dit, en consultation d'anesthésie, quand il y a les facteurs de risque. Les antihistaminiques, les corticoïdes n'ont aucun effet préventif ni curatif du choc anaphylactique. Ils ont un effet dans l'allergie, mais quand il y a un état de choc anaphylactique, c'est l'extrême. Ces drogues n'ont pas de, c'est pour ça on passe à l'adrénaline. En dernier, toute réaction anaphylactoïde doit être déclarée au service pharmacovigilance des laboratoires, de l'hôpital où vous exercez et des établissements de santé. C'est ce qui devait être fait. Mais je suis sûre que la majorité ne le fait pas, surtout les hôpitaux du Sud. Mais il faut avoir dans l'esprit, euh, il faut commencer pour que ça devienne une habitude. Et c'est dans l'intérêt parce que j'ai dit à l'avenir, le médico-légal, il va pas, il est sans pitié sur les médecins. Il va être sans pitié sur les médecins. On va conclure que les réactions d'hypersensibilité ils sont rares. Les professionnels sont peu exposés à ces situations. Ils ont besoin d'une procédure écrite pour appliquer les recommandations qu'on les a vues. La déclaration doit être obligatoire. Absence de registre national chez nous euh, dans l'imputabilité ou une responsabilité approximative et il y a l'ignorance totale du nombre d'allergies qui se trouvent sur le territoire national dans nos blocs opératoires pour l'intérêt de travailler, l'intérêt du bilan biologique et l'anamnèse bien conduite dans la consultation d'allergo-anesthésie, même dans la consultation d'anesthésie, pour la réussite du diagnostic d'allergie. Travailler un protocole adapté qui convient aux professionnels de la santé, le choix anesthésique alternatif quand on a une allergie, il faut choisir quelle est l'alternative. Ouais, on va pas le laisser le malade, on va pas l'opérer, alors elle peut être pas urgent, mais si on le laisse, ça devient urgent. Donc, si une présence de réaction allergique qui a été documentée. Et je vous remercie. C'est vrai, le travail est lent, mais on va y arriver à la lumière à la fin du tunnel. Merci de rester. On va passer directement à des questions. Donc, on commence par moi. Après, il y aura l'arrivée de ma consort, l'allergologue. Donc, je prends vos questions. Essayez de mentionner, d'écrire, puisque vous pouvez pas parler. Est-ce que vous avez des questions? Alors, wilaya de EHH حسسنا. Donc, en cas d'allergie au curare, c'est quoi l'alternative? Eh bien, l'alternative, vous allez faire l'anesthésie sans curare. Vous allez faire des halogénés. Il n'y a pas quelque chose qui remplace le curare. D'accord? Il n'y a pas, par contre, quand l'allergie, quand elle est au curare, comme notre incident, nous, on travaillait avec le Norcuran. Donc, quand il va passer à l'anesthésie, l'allergo-anesthésie,
qui va tester les drogues que vous travaillez au bloc opératoire. Nous, on travaillait avec le Norcuran, donc on leur a donné le Norcuran qui existe dans le bloc. Même des fois, le lot, c'est le même lot. Donc, si l'allergie, comme nous, il y avait le Norcuran, donc on a travaillé sans cura, on a approfondi, on a fait que la narcose, l'analgésie, et surtout on a appuyé sur les halogénés et ça, la malade, elle a été opérée. Alors, s'il vous plaît, Mohamed Sandid, salut, professeur, s'il vous plaît, quel moment idéal pour injecter l'antibiotique? Je vous ai déjà dit, quand vous prenez vraiment la littérature et normalement, ceux qui, les nouveaux, j'insiste toujours sur l'antibioprophylaxie ou bien le protocole d'induction. Toujours, l'antibiotique se fait une fois que vous prenez la voie, vous donnez l'antibiotique. Après, vous allez le monitorer et après, vous allez l'installer et après, vous passez à l'acte opératoire. Donc, de la prise de voie jusqu'à l'incision du chirurgien, il va faire une demi-heure. Et dans la littérature, vous trouvez des fois une demi-heure, des fois moins d'une demi-heure. Vous allez trouver dans la littérature l'antibiotique, il faut le donner 30 minutes avant l'incision. Et si vous allez faire entre la voie et l'incision, généralement, c'est rare où vous dépassez 30 minutes. Et là, pendant ce temps, vous pouvez détecter s'il y a de l'allergie déjà à l'antibiotique. Comment réaliser un test au curare? Les tests du curare, c'est pas aux amarres, ni l'auxiliaire anesthésiste, ni le médecin anesthésiste qui va faire ce test. On va envoyer le patient avec les drogues qu'on utilise au bloc opératoire. On les met dans une enveloppe et on adresse par écrit au médecin allergologue. C'est à lui de détecter quel type de curare il fait l'allergie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu EPH Mohamedia, Mascara? Est-ce que j'ai répondu? Très bien. D'autres questions? Bien sûr, devant une allergie que généralement, euh, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait de induction anesthésie qui ne voit pas le rash. Le rash, c'est pas vraiment une explication d'une allergie. Alors, c'est pas vraiment une explication parce que des fois, c'est l'excipient qui donne l'allergie, l'excipient du produit. Et si vous avez constaté que les drogues qui sont français, il y a moins d'excipients, il n'y a pas assez d'allergènes. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Les drogues auparavant, qu'ils étaient français, ils mettent moins d'allergènes, moins d'éruptions cutanées après l'induction. Et nous, on fait à chaque fois, on fait de la corticothérapie par prévention. Mais on a dit, c'est pas un traitement. C'est pour amortir. On amortit le choc, mais c'est pas un traitement. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, des fois après l'induction, anesthésie, on verra quand le chirurgien il touche avec sa main, avec plutôt ses gants intra-abdominales ou la région à opérer, et il y a le contact de ce latex par voie vasculaire. Alors, Samson, il a dit Amar, CHU de Sidi Bel Abbès, CCI, en cas de bronchospasme après induction, intubation immédiate et nécessaire. Bien sûr, ça c'est clair. Devant un bronchospasme, on essaie déjà de le prendre manuellement.
l'objectif, on a dit de faire la FiO2 à 100%. C'est pour préserver les organes, l'organe le plus noble, surtout chez l'enfant, c'est le cerveau. Mais après, on essaie d'intuber, bien sûr. Euh, En cas de bronchospasme, bien sûr qu'il faut l'intuber. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La conduite à tenir devant un bronchospasme, c'est la conduite à tenir devant un bronchospasme, soit allergie anesthésique ou bien autre. Dans un terrain, par exemple, un asthmatique. Un asthmatique, quand il fait un bronchospasme, bien sûr, il faut l'intuber. En cas de flash en induction, quelle est la conduite à tenir? Parce que lors Oui, de la première présentation, je leur ai dit que le flash n'est pas l'urticaire, l'urticaire c'est exact. la Oui, rougeur. c'est la rougeur, exact. Oui, Et c'est la majorité oui, ils sont en train la majorité des auxiliaires ou même des médecins, quand ils trouvent, ils disent c'est une allergie. Non, c'est pas de l'allergie. Et ils donnent des corticoïdes. Les corticoïdes, ils sont là pour amortir, mais on a dit, ils sont pas là pour, c'est pas un traitement. oui. Parce que l'allergène, il est là. Donc, c'est pour ça qu'on utilise quand l'allergie, elle est importante, elle est grave, comme un état de choc, on utilise l'adrénaline. Oui. C'est pour controverser les effets secondaires qu'il a causé cet allergène. Est-ce que c'est clair? Notre question, elle est là, elle nous a rejoint, professeur Laroy, si vous voulez, une question sur l'allergie. La question posée par, en fait, je pense que la question posée par Sado Iman, c'est ça. Ça me semble. Non, non, Ok. non, alors, tu avais tout ça. Oui, oui, c'est fait, c'est fait. Je suis en train de répondre de fur et à Au mesure. fur et à mesure. Yes. Là, elle a parlé de qu'est-ce qu'on fait lorsque la personne, lors de l'induction, elle présente un flash. Oui. Est-ce qu'on donne les corticoïdes? Est-ce qu'on donne l'adrénaline? Est-ce qu'on donne l'adrénaline pour un flash lors Non. de l'induction? C'est non. En cas de flash, non, on ne donne On pas. ne donne pas l'adrénaline. On C'est ce a qu'elle dit, voulait dire. d'accord. C'est ce qu'elle voulait On a dire. dit, D'accord. elle a donné C'était dans pas, sa c'était présentation, humain. C'est ce que tu voulais savoir. Est-ce Sado. que tu voulais savoir en cas de flash, d'emblée, est-ce qu'on donne l'adrénaline ou non? Eh ben non, Non, parce que elle a le dit flash, quelle est la conduite. quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir, je pense qu'elle Non, prépare. la conduite à tenir, vous respectez. Le flash, c'est pas un signe d'allergie, Oui, d'important. oui, Donc, la majorité, ils donnent par excès. Mais toute drogue, ça reste une drogue. Et le corticoïde, des fois, c'est pas bon. oui, D'accord? oui, tout à fait. Comme ça. D'accord. Imen, je ne sais pas si on a répondu à votre question. Alors, oui, Oui, elle a dit oui. très bien. D'accord, très bien, Imen. Vous Alors, avez d'autres questions? Et je vois que vous êtes très nombreux, vous êtes 99 oui, participants. n'hésitez pas, N'hésitez pas, c'est l'occasion. c'est l'occasion, Si vous avez exactement. des questions par rapport aux accidents allergiques ou autre chose, Oui. Bien sûr, les accidents allergiques, autant que AMAR, il n'y a pas que au niveau induction anesthésique au bloc opératoire. Vous intervenez, bien sûr, pendant toute l'acte opératoire. Il peut ne pas faire il peut ne pas faire la réaction allergique en opératoire, il l'a fait en post-opératoire. Donc, ils vont vous appeler comment faire. Ou bien il va le faire dans la salle de travail. Bien sûr, nos salles de travail sont devenues inexistantes, mais la salle de travail, c'est 1 heure de temps de stabilisation avant de passer en réanimation. Donc, la sortie en réa à 1 heure à 2 heures de temps, quand il n'y a pas une salle de travail, c'est considéré le travail du médecin anesthésiste réanimateur ou de l'auxiliaire anesthésiste. il y a quelqu'un qui a posé une très bonne question. Je vais Oui, poser une question avant. attendez, La littérature, moment. c'est EPH حساسنا, c'est ça. Oui. ولاية دي Alors, par littérature, par la littérature, les médicaments anesthésiques sont oui. histaminolibérateurs. Comment alors? Il pose la question. Comment distinguer l'allergie à cet effet du drogue, du drogue et la prise en charge? Donc, comment distinguer l'effet de l'histaminolibération des anesthésiques de l'allergie à des drogues? C'est ça, c'est ce qu'il voulait dire. Comment distinguer l'allergie à cet effet?
comment la distinguer? Si s'il fait une allergie à cette drogue, ou bien il fait une allergie, il est asthmatique, il a un terrain d'allergie, c'est ça? Non, non, non. Il te dit dans la littérature, les médicaments d'anesthésie, ils sont histaminolibérateurs. Oui. Du moment qu'ils sont histaminolibérateurs, ils peuvent induire une hypersensibilité. C'est ça. Ben oui, C'est ça la vie. on a dit tous les drogues. Je reviens sur la question plus loin, c'est ça. Quand l'histamine, elle est libérée en grande quantité, elle donne. C'est ça le bioallergie. Si votre question, c'est vrai, vous savez tous que la drogue idéale n'existe pas. Jusqu'à nos jours, malgré tous les progrès qu'on a fait sur les produits anesthésiques, mais la drogue idéale, ça n'existe pas et ça reste une drogue qui peut donner une sensibilité, que ce soit, c'est-à-dire, c'est pas tous les médecins qui le font, c'est pas tous les patients qui le font, mais certains le font. Quand ils le font, euh, des fois c'est imprévisible. C'est pour ça que je vous ai parlé des tests qu'il le faut par opératoire, qu'il n'y a pas une erreur de l'auxiliaire anesthésiste ou du médecin dans la technique anesthésique, mais c'est une allergie, des fois elle est imprévisible. Mhm. Je ne sais pas si la question est... Si on n'a pas répondu, vous pouvez reprendre. Hein. Reprenez, peut-être qu'on n'a pas Ouais. compris la question. Les... Alors, le PH Mohamedia, Amskara, il y a quelqu'un qui a posé cette question. Les médicaments destinés à la anesthésie provoquent-ils une réaction allergique? Oui, Oui. oui, il provoque. Elle a dit dans ses slides que les drogues anesthésiques, c'est pas des drogues pour l'âgé. Non, même pour les drogues, l'ALR, même locales. C'est-à-dire, l'axilo, si vous prenez la notice, vous lisez la notice, que ce soit l'axilo, que ce soit la marcaïne, n'importe quelle drogue peut donner de l'allergie. Mais le degré, il est moins. C'est tout, mais ça donne de l'allergie. Très bien. BPH maintenant du tablette. En cas de choc anaphylactique répété chez le même patient, le risque de gravité augmente ou non? Augmente ou non? Choc anaphylactique répété. Bien sûr, au bêta-bloquant. Bêta-bloquant? Attendez, comment faire la différence entre une hypotension suite à un choc anaphylactique ou bien suite au... Ah, bêta-bloquant, oui, je vous ai dit, je l'ai soulevé dans mes slides, j'ai dit, quand on opère un patient, le patient peut être ASA 1, comme il peut présenter des comorbidités. Parmi les comorbidités, c'est un coronarien, c'est un insuffisant cardiaque. Donc, il est sous bêta-bloquant. Un coronarien, quand il va être programmé, il faut pour garder la balance d'oxygène équilibrée, il faut pas qu'il fasse la tachycardie. Il vient au bloc opératoire avec un stress. C'est pour ça, parmi les recommandations en consultation, celui qui va faire la visite la veille, la visite anesthésique, celui qui va rentrer avec son patient, il va bloquer les malades. Et s'il est d'habitude, il prend les bêta-bloquants le matin, il les donne 2 heures avant l'intervention. C'est pour éviter cette tachycardie. Et même si quand je pense à choc anaphylactique, c'est l'adrénaline qui va augmenter. Oui, non, sa question, il veut dire comment je fais la différence entre ça et ça. Eh bien, je vous dis que si c'était un choc, pour arriver à un état de choc, ça veut dire que c'est une situation grave. Ça veut dire le seuil d'allergène, il était très élevé. Donc, celui qui est sous bêta-bloquant, il a l'antidote. Soit on remplit, soit on donne, soit on remplit, soit on donne le Briviloc, ou bien on fait un remplissage, il répond. Mais un choc anaphylactique, il ne répond pas. On peut pas, il n'y a que l'adrénaline qui peut répondre. Est-ce que c'est clair? Zebdeni Saleh, EPH, oui. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Docteur Zebdeni. Parce que nous avons déjà eu une réaction contre les médicaments destinée à l'anesthésie. Oui. Nous avons eu
nous avons déjà eu une réaction contre les médicaments destinés à l'anesthésie rachidienne. Ah non, Le patient a eu une alors en épilepsie. matière d'épilepsie, L'épilepsie, excuse-moi, en matière de rachianesthésie, l'épilepsie, c'est pas une réaction d'allergie. C'est le seuil qui est, la dose, elle était importante. Et il y a une toxicité cérébrale. Il faut savoir qu'en péri, les drogues, les anesthésiques locaux en péri ou bien en rachis peuvent donner une extension du niveau et ça donne une toxicité cérébrale sous forme d'épilepsie ou bien de convulsion. mais c'est pas une Mais c'est pas allergie. une allergie. C'est pas une allergie. Est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est ça aussi en cas d'asthme. Alors, est-ce que la réaction allergique due aux drogues et aux antibiotiques? Non. Oui. Oui, c'est ça. Et aussi en cas d'asthme. Donc, c'est-à-dire que contre les médicaments destinés, donc On n'a pas, moi, j'ai pas compris que ça veut dire et aussi en cas d'asthme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont développé des réactions. Après la anesthésie, ils ont fait une épilepsie et même une crise d'asthme. Non, c'est pas des asthmatiques ou c'est des asthmatiques? Ben, EPH Hasna. Est-ce que c'est des asthmatiques ou pas? Votre réponse, oui, c'est ça. Et aussi en cas d'asthme. J'ai pas compris, c'est quoi en cas d'asthme? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et pour Ben Sarrour, est-ce que les réactions allergiques dues aux drogues et aux antibiotiques sont les mêmes? Bien sûr. C'est un corps étranger. Donc, notre corps, il réagit de la même manière, mais avec des degrés. C'est pour ça. C'est des antigènes. Voilà. Voilà, Après, ça reste la réaction, comment elle est. Elle peut être minime, comme elle peut être très sévère. Voilà. Jusqu'à l'arrêt cardiaque. Continue de Attends, je vais essayer le curseur. Alors, Zerdani, oui, merci. D'accord. Mohamedia, oui, merci. Bonjour. Si qu'on peut faire, alors c'est Iman Ismail. Alors, est-ce qu'on peut faire un remplissage avec le plasma? Le plasmagène. Oui. Alors, le plasmagène, vous l'écartez, on peut le faire, mais vous l'écartez pour la femme enceinte. Vous savez très bien. Comment gérer un choc anaphylactique chez la femme enceinte? Bon, la femme enceinte, quand elle va faire la césarienne, il y a deux femmes enceintes. Il y a la femme enceinte, elle va subir une césarienne, ou bien la femme enceinte qui a une appendicite à 3 mois de grossesse. Il y a deux cas de figure. Bon, Zerdani, elle a dit pourquoi. Ou Zerdani Saleh, il a dit pourquoi. J'ai pas compris votre question. Pourquoi par rapport à quoi? Pourquoi? Alors, on répond à la question de Sid Ali. Il a dit comment gérer un choc anaphylactique chez la femme enceinte. Bien sûr, si vous parlez de la césarienne, on a dit il faut signaler, parce que césarienne, c'est l'extraction. Déjà, il y a l'extraction fœtale. Généralement, les derniers temps, on les fait sous rachis. Et pour celui qui maîtrise la technique, bien sûr. Et celui qui maîtrise pas, c'est une AG. Mais il faut dire quand il y a de l'allergie qui est là sous forme d'un état de choc à la chirurgienne pour qu'elle fasse vite, pour que vous puissiez faire de l'adrénaline, la vasoconstriction. Parce qu'avant l'extraction fœtale, il faut pas faire la vasoconstriction. C'est mauvais pour le bébé. Donc, il faut une collaboration avec le gynécologue. Alors, il t'a dit pourquoi il faut écarter le plasmagène chez la femme enceinte? Parce que la femme enceinte, en général, le plasmagène il est allergisant. Et c'est décrit dans la littérature qu'une femme enceinte, il faut éviter le plasmagène parce qu'il y a de l'allergie. Est-ce que c'est répondu, Zerdani? En cas de choc anaphylactique, c'est... Non, il y a quelqu'un qui a posté. Attendez, on va passer avant. En cas d'asthme, c'est ça? La prévention par corticothérapie est-il efficace pour prévenir l'allergie ou bien peut-on masquer la clinique et aggraver la situation? On a dit dans le slide précédent que on peut pas traiter par la corticothérapie une allergie.
on peut l'amoindrir, mais ça, c'est un allergique. Comment on le traite? Il parle de la prévention. On ne peut pas prévenir. La Alors, quelqu'un qui est asthmatique, il doit subir une anesthésie. C'est ça. Il faut évaluer si son asthme il est contrôlé ou non. Très bien. Avant de faire l'intervention, C'est décrit dans voilà, la consultation. avant de faire l'intervention, bien entendu, le médecin anesthésiste réanimateur examine le malade et lui demande un avis de son pneumologue. Le pneumologue, il répond. Il est équilibré, il est contrôlé ou non contrôlé. S'il n'est pas contrôlé, l'intervention est difficile, on ne peut pas prendre le risque. Sauf si c'est un risque vital pour le malade. Et dans ce cas-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va évoluer le patient. Mais un asthmatique qui n'est pas contrôlé, tout traitement de fond. D'ailleurs, pourquoi on fait la consultation pré-anesthésique? C'est pour détecter les gens qui sont pas prêts sur le plan comorbidité ou sur le plan leur pathologie à eux-mêmes, qui sont pas stables. Donc, quelqu'un qui n'est pas stable, on peut pas lui faire une AG. Donc, sauf si c'est une urgence extrême, on va utiliser tous les moyens et après, ça passe ou ça casse. Devant l'urgence extrême, il faut le faire. Mais quand c'est une chirurgie programmée, on se donne tout le temps et tous les moyens pour faire un protocole, mettre à l'abri le malade de ce type d'hypersensibilité. Voilà. Est-ce que c'est répondu? Alors, Mais chose qui est certaine, excuse-moi, chose qui est certaine, la corticothérapie ne fait pas la prévention. Attention. Même les asthmatiques, quand le malade il est allergique ou asthmatique, en consultation pré-anesthésique, on leur donne des médicaments, c'est pour ne pas arriver, pour faire abaisser le seuil. Par exemple, le seuil de l'asthme, parce que des fois le stress, il peut déclencher. Donc, on donne certains médicaments pour diminuer le seuil de la crise à venir. Mais ça n'a rien à voir entre la crise d'asthme et l'allergie. C'est deux choses différentes. C'est un facteur de risque, l'asthme, mais c'est pas lui qui va donner systématiquement de l'allergie. Est-ce que on se fait bien comprendre? alors, il y a une question, alors, c'est docteur Zahari, Oui. EPSP Naba. Il dit, il a un cas d'un enfant qui a fait une désaturation après l'injection d'une drogue onium au bloc. Oniem ou la Onivé? Il a mis IM. C'est pas normal. Quelle est la prise en charge de cet enfant? De cet enfant après cet incident. OK. On aimerait bien voir la précision, monsieur Zalari. La drogue, c'est quelle drogue? Est-ce que c'est une en IV ou bien en intramusculaire? Et il a fait une désaturation quand? Avant de faire l'intubation ou après l'intubation? Après l'induction. Précise. Attendez, il a répondu, je pense. Oui, oui, voilà. C'est un autre. Alors, après l'injection. après l'injection de quoi, docteur Zrari? Après l'injection de quoi? C'est quoi comme drogue? D'accord, d'accord. Merci. Alors, entre-temps qu'il va écrire, il y a une autre qui a mentionné, est-ce que le patient qui fait des allergies alimentaires peut faire une... Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, il y a une interaction. Il y a une interaction. D'ailleurs, dans la consultation pré-anesthésique, on dit toujours, si on cherche s'il fait de l'allergie aux crevettes, s'il fait d'allergie au niveau les fraises, c'est les fraises, les crevettes, comment on appelle, les produits marins, parce que dans la littérature, ils ont trouvé ces gens qui font cette allergie, il faut leur faire des tests. Surtout tout ce qui est cacahuètes et les arachidonides, ils sont très allergisènes. Donc, si le patient, il le fait, de préférence, testez au moins les drogues que vous allez les utiliser au bloc opératoire et comme ça, vous serez très à l'aise à l'induction. Alors, EPH Mohamedia, en cas d'allergie à l'un des médicaments utilisés pour l'anesthésie, comment différencier quel est le médicament
et quelle est la cause et quel antihistaminique autre que l'HAC, le sang. Alors, je ne sais pas si vous avez démarré avec nous notre conférence, c'est que utiliser l'anesthésie, on peut pas différencier. C'est pour ça qu'on fait des prélèvements opératoires. On peut pas différencier quel est le médicament. On a dit les études dans la littérature, ils ont trouvé le premier allergisant, c'est le curare. Après, il y a les hypnotiques. Après, il y a le latex. Mais il y a d'autres aussi, et les, euh, les analgésiques qui sont très rares, mais ça existe. Mais comment on fait la différence? C'est les prélèvements qu'on fait. On gère, mais on fait des prélèvements dans le bon moment. On a dit si le malade il a fait l'état de choc, vous avez le temps de faire des prélèvements au bloc jusqu'à 1 heure à 2 heures de temps. Mais si le malade ne fait pas un état de choc, c'est juste des raches cutanées, vous avez le temps 1/4 d'heure pour faire le prélèvement. Parce que l'histamine, elle se présente au bout de 15 minutes. On l'a dit dans la présentation. Je ne sais pas si on a répondu, si j'ai répondu à votre question. Alors, Zrari, avant la circoncision au bloc opératoire, il a répondu à la question tout à l'heure. Avant, il a dit avant la circoncision au bloc opératoire, je sais pas c'est quoi la drogue. Le réanimateur, il était obligé de donner le corticoïde en urgence pour sortir de cette situation. Alors, je vous dis, quand il y a vraiment de l'allergie, docteur Zrari, s'il y a vraiment de l'allergie, c'est pas les corticoïdes qui va ils peuvent abaisser. Si l'allergie, elle est modérée. Oui, les corticoïdes peuvent apporter de l'aide et ça va amorcer un peu. Mais quand il y a un état de choc, c'est pas les corticoïdes qui vont faire ça. Peut-être c'est les effets secondaires de la drogue utilisée. Je sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé dans la circoncision. Des fois, on a un passage de l'anesthésiste local. Donc, c'est possible, quand il y a un passage, on peut avoir d'une simple hypotension jusqu'à, on peut avoir des convulsions opératoires quand il y a le passage dans le sang de la marcaïne. Moi, je l'ai eu une fois quand j'étais résidente. Un, un résident de chirurgie 4e année, il a ramené à la garde faire une circoncision, mais il n'a pas averti le réanimateur. Pour lui, il fait une anesthésie locale, il n'a pas besoin de réanimateur. Et apparemment, il a injecté en intravasculaire, l'enfant, il a convulsé. Heureusement que j'étais pas très loin, donc je l'ai intubé, on a sédaté, on a mis en réanimation, et le patient, il récupère. Quand on le prend, sur place, il n'y a pas, l'arrêt ne dure pas. Mais c'était le passage d'anesthésique locaux en circulation. Je sais pas si j'ai répondu, Zrari. Alors, il y a info bitique. CNMS chirurgie cardiaque en cas d'allergie aux protamines. Comment antagoniser l'héparine en chirurgie? Eh ben, justement, en chirurgie cardiaque, on peut pas savoir. Les deux sont allergisants. Vous l'avez bien dit dans vos slides, l'héparine. L'héparine, elle est allergisante pourquoi? Parce qu'on utilise de grandes doses de l'héparine pour pour le père opératoire en circulation extracorporelle, c'est des grandes doses. On y va jusqu'à 2 à 3 milligrammes kilo. C'est énorme. Ils peuvent être allergènes. Mais vous me dites, s'il y a, généralement, on prend pour la protamine qui est plus allergisante, on prend des précautions de ne pas, par exemple, injecter dans la voie centrale parce qu'il y a le passage directement dans le cœur. L'injection se fait en périphérie et elle se fait pas en flash. Il y a un temps, une durée d'injection. On injecte dans les 5 minutes jusqu'à 7 minutes. On fait pas une injection rapide. Ça se fait en périphérie et ça se fait même avec, de temps en temps, avec du calcium pour controverser un petit peu l'effet du bas débit de la vasoplégie de la protamine. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, Leïla Mahfoud, alors elle a écrit où fait, où
fait, c'est ça, où on fait Et la la consultation consultation d'allergie en cas curare. de suspicion d'allergie au cura, choc anaphylactique, hein, il l'appelle Mhm. choc anaphylactique, lors de la première intervention. Et le malade est susceptible de faire une autre intervention ou complément de gestes en cas de cancer sénile. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un choc anaphylactique. Il est passé au bloc opératoire, il a fait un choc. Il doit bénéficier d'une deuxième intervention chirurgicale, c'est ça. Alors, si je comprends bien, vous avez spécifié qu'il a fait de l'allergie au curare. Ça veut dire que vous avez fait les tests et il y a eu comme retour l'allergie au curare. Est-ce que c'est ça, Leïla? Parce que si vous n'avez pas spécifié quel type d'allergie qu'il a fait, vous pouvez pas dire que c'est le curare. Non. On a dit qu'il y a un taux élevé pour le curare, mais ça ne veut pas dire qu'il va faire que le curare. D'où l'intérêt